Hello. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail pour que vous puissiez revenir sur les différentes fonctionnalités du timer et des différents périphériques de l'Atmega 328P, donc de l'Arduino Uno. Ça va vous permettre de revenir là-dessus sans que je sois obligé de répéter à chacun. Vous allez pouvoir y aller à votre rythme, réécouter des bouts s'il faut, puis venir me poser des questions par la suite si jamais il y a des bouts incompris dans la fiche technique. Fait que j'ai ouvert la fiche technique du Atmega 328P, vous pouvez bien le voir ici. Je l'ai ouvert, j'ai les deux versions. Fait que moi, je vais dans celui d'Atmel. Je crois que vous avez sur Team, vous avez accès à celle-là de Microchip, mais vous pouvez aussi trouver celle-là d'Atmel sur Internet. C'est grosso modo le même texte. C'est peut-être il y a des fois des dessins qu'on retrouve pas dans un puis qu'on retrouve dans l'autre. Fait que des fois, les dessins peuvent être plus faciles à comprendre, tout dépendant euh, de votre façon de comprendre les choses. Donc, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des registres. Je vais vous les expliquer tels que moi je les comprends aussi, puis tels que je les ai expérimentés. Je sais pas tout parce qu'il y a tellement de stock qu'on peut pas tout savoir, mais par contre, j'essaie de focaliser sur des fonctionnalités qu'on a besoin. Le but ultime, dans notre cas, c'est d'être capable de cadencer la prise de mesure pour qu'éventuellement on ait un outil pour générer des signaux, mais aussi pour en mesurer et d'être reproductible en totalité. Ce que ça veut dire, c'est que si tu prends un point à toutes les microsecondes ou à toutes les 10 microsecondes, ça va être 10 microsecondes précisément. Ce qui est un peu dommage, c'est que présentement, avec le setup que j'ai là, je n'ai pas accès à un oscilloscope. Ce que je vais pouvoir faire par la suite en lab, c'est pouvoir vous montrer qu'est-ce qui se passe sur l'oscilloscope. Il y a des choses que je vais vous dire, puis je pourrais pas le montrer parce que ça prend l'oscilloscope. Fait que tout simplement on va y aller avec ça, puis on s'ajustera. Donc, première étape, j'ai plusieurs registres. Le premier registre, c'est le TCC R1A, donc Timer Counter 1 Control Register A. Il y a certains bits de contrôle qui sont là-dessus, qui servent à contrôler des broches de sortie. Donc, compare output mode for channel A, ça veut dire que c'est un mode de fonctionnement pour une output. Puis il y a deux channels. Il y a channel A et channel B. Donc les deux vous permettent de faire quelque chose avec une broche de sortie. Puis la broche de sortie, si vous regardez dans la fiche technique un peu plus haut, ben ça va être OC1A et OC1B. Donc, elle est associée avec un numéro de broche, puis vous avez ce nom-là. Et si vous lisez ce que ça dit, Control the output compare pin behavior. If, ça veut dire que ça contrôle le comportement des pins de comparaison. Bon, une pin de comparaison, il l'appelle comme ça, c'est que c'est une pin associée à la comparaison d'une valeur par rapport au compteur ou ce qui est rendu. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, ça dit if one or both of comp 1A, 1 à 0 bits are written to 1, ça veut dire que si j'ai un de ces deux bits à 1, the OC1A output override the normal port functionality. Fait que si un de ces deux bits-là est à 1, ça embarque par-dessus la fonctionnalité standard de la broche. Okay? C'est la même chose pour le comp B, donc la comparaison B. Nous, on n'utilisera pas ça. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, c'est juste que ça sert à ça. Fait que quand on voit que on s'en servira pas, on peut le savoir. On sait qu'on met ça à zéro. Donc, normale opération, le port de sortie pour le A et le B
on met ça à 0. Donc, ces deux bits-là et ces deux bits-là, on garde ça à 0. Par défaut, ils sont à 0. Il y a initial value. Ça veut dire que c'est la valeur par défaut quand on allume le processeur. Fait que si on n'a rien à changer là-dedans, touche pas à ça. Ensuite, on a Wave Generator Module. Ça ici, ça nous sert à, si on va plus loin, où es-tu? Voilà, ça ici. Ça dit Waveform Generation Mode. Donc, il y a plusieurs bits là-dedans. On voit ça ici. Donc, normal, c'est tout à 0. Si on utilise un PWM ou un OCR, donc Output Compare Register, pour changer la valeur, donc si on utilise les modes qui sont ici d'oscillation sur une broche, on vient changer ça ici. Dans notre cas, on ne fait pas de PWM, puis on ne fait pas non plus de comparaison pour faire un changement sur la broche de sortie. Fait qu'on n'utilisera pas cette partie-là non plus. Donc, c'est 0 partout. Ensuite, on a le TCC R1B. Donc, le Timer Counter 1 Control Register B. Première chose, Input Capture Noise Canceller. Ça dit Setting this bit activate the Input Capture Noise Canceller. When the noise canceller is activated, the input from the input capture pin is filtered. Donc, il y a un signal filtré qu'on peut rajouter. On peut rajouter un filtre en avant du signal. On s'en fout. On veut pas avoir, on n'a pas besoin d'une broche directement liée au compteur. En tout cas, pas dans ce sens-là. Fait que ça, on touche pas à ça. Input Capture Edge Select. Ça, c'est dans le cas où est-ce qu'on utilise le timer compteur comme étant un compteur d'événements sur une broche. C'est pas ça qu'on fait non plus. Donc, c'est pas une Input Capture. Input Capture Edge Select. Encore une fois, on détecte un événement sur une broche, soit front montant, soit front descendant, ou autre chose, ou les deux. Fait qu'on n'utilise pas ça. On touche pas à ça, mais c'est à 0. Waveform Generator Mode, c'est deux autres bits, ou d'autres bits, oui, deux autres. Donc, bit 4, 3. Puis, on a le Clock Select. Donc, ça vous permet de changer la vitesse du compteur. Donc, nous, on va le mettre à quelque part. On peut le changer, c'est pas vraiment important. Ça, on va utiliser ça. Ces 3 bits-là sont 3 bits importants. Donc, c'est les bits 2 à 0 du CS1. Donc, CS1, 2, CS1, 1, CS1, 0. C'est les 3. Il y a ces 3 bits qu'on va utiliser. Si je m'en vais dans le code, puis je m'en vais dans la partie Timer Select. Donc, TCC R1A, il est à 0. TCC R1B, les bits Clock Select. Vous voyez, moi, j'ai mis, dans ce cas ici, j'ai mis 0, 1, 0. Voilà. Fait que j'ai tout simplement mon clock. Si je veux aller compter plus vite, ben, je peux le faire. Je peux changer ça pour avoir 0, 0, 1. Donc, je suis comme juste une coche un petit peu plus lent que la vitesse maximale. La vitesse maximale étant lorsque je le mets à 001. Si je mets 000, je désactive mon timer counter, donc je ne compte pas. Si je mets le TCC-R1B tout à 0, ça veut dire que ces 3 bits-là vont être à 0, donc le compteur timer counter stop. Donc, c'est ces 3 bits-là qu'il faut que j'active d'une certaine façon pour avoir quelque chose qui compte à une vitesse donnée. OK? Puis ça nous le dit en plus. Ça nous dit à quelle vitesse il va compter. Il va incrémenter. Dans mon cas ici, j'incrémente une fois à tous les 8 coups d'horloge. Donc, clock sur 8, ça veut dire que je ralentis mon compteur de 8 coups d'horloge. À tous les 8 coups d'horloge, j'incrémente de 1. Tous les 8 coups d'horloge, j'incrémente de 1. 8 coups d'horloge, j'incrémente de 1.
Et ça, c'est indépendant du processeur. La seule chose qui est reliée, c'est l'horloge elle-même. C'est tout. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans mes registres? J'ai le TCC R1C. Donc, j'ai TCC R1A, B et C. TCC R1C, ça dit Force Output Compare for Channel A, puis Force Output Compare for Channel B. Ça veut dire que je peux contrôler, forcer la fonctionnalité d'Output Compare. Si on regarde, spécifier un non-PWM mode. When writing a logical one to the FOC1A ou FOC1B bit, an immediate compare match is forced. Si j'écris un bit à un de ces deux-là, ça fait comme si j'avais un match sur le comparateur du compteur puis le compteur lui-même. OK? Je vais y revenir à ça. Mais ça, ça me permettrait de générer une interruption ou générer quelque chose de façon forcée. On n'utilisera pas ça. Donc, le TCC R1C, on n'a pas besoin, il n'y a rien d'autre là-dedans. On peut laisser faire ça. Ensuite, timer counter 1, TCNT1 high, TCNT1 low. C'est le compteur, c'est le registre qui contient la valeur du compte. Je peux le lire et je peux l'écrire, je peux le forcer à une valeur. Je pourrais le partir à une valeur, puis partir de cette valeur-là et compter. Tac, 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 tac. Je peux faire ça. OK? Donc, à la limite, j'aurais pu aussi, je pourrais, au lieu d'utiliser une comparaison, je pourrais le partir une valeur puis le faire compter jusqu'à l'overflow. Puis j'aurais pu un compte complet. Je partirais d'une valeur jusqu'à l'overflow. Puis là, ben, à chaque fois que j'ai un overflow, j'aurai une interruption. Puis à l'interruption, je remets la valeur dedans. Puis zup, 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 zup. Il ferait ça comme ça. OK? Donc, j'ai accès au registre si j'en ai besoin. Je peux même utiliser TCNT1 sans le H et sans le low en écrivant directement dans une variable de 16 bits. Si vous regardez, les deux registres H et low ont 8 bits. Donc, les 8 bits, ben, comme c'est un processeur 8 bits, en théorie et même en pratique, il va accéder à cette valeur-là en deux sections. Donc, en deux étapes. Vous n'avez pas le choix. Mais dans le cas d'en C, je peux directement écrire la valeur de TCNT1 sans le H et sans le low. TCNT1 égale, je l'assigne à une variable de 16 bits. Si je fais ça, bien évidemment, le compilateur, lui, va s'assurer que les codes machine font les deux. Ils vont chercher les deux parties puis les mettre dans la bonne partie de votre variable. Donc, dans ce cas-là, en C, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'écriture, mais en assembleur, retenez que ça se fait en deux étapes. Donc, ça prend un certain temps pour écrire la valeur dans une variable. Je ne sais pas si on va avoir besoin de ça. Peut-être pour le remettre à 0. Effectivement. Output Compare Register 1 A et 1 B. Ça vous permet de faire une comparaison entre la valeur du compte. Je vais désactiver ça, c'est fatigant. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, j'ai pas le temps. Donc, ça nous permet d'avoir automatiquement une comparaison entre la valeur de ce registre-là et la valeur du compteur. Tant qu'à faire, on va aller en profiter. Je suis à la page actuellement. Ça, c'est 110, donc c'est 111. Je vais remonter au début du timer compteur. On a un overview dans la section de la fiche technique de
d'Atmel, vous voyez, vous avez votre TCNT 1, parce que c'est le timer 1, donc c'est TCNT 1, et vous avez un OCR 1A et OCR 1B. Les lettres en minuscules N correspondent à la valeur, l'identifiant du compteur. C'est le compteur 1, c'est le timer 1, donc c'est CNTN. C'est TCNT1 et OCR1A puis OCR1B. Ce qu'on a ici, on a vraiment le compteur avec sa valeur de comparaison qu'on peut écrire dedans et faire une comparaison et on voit que ça peut lever un flag d'interrupt, donc interrupt request, puis la même chose pour la partie B, ça peut faire un interrupt. On verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plus tard. Si vous lisez à quelque part qu'on peut utiliser une interruption provenant du timer 1, ben, ça peut être utile d'utiliser cette partie-là sur le timer 1 pour générer une interruption pour un autre périphérique. OK. Je reviens sur mon registre high, TCNT, high et low. J'ai mes deux registres de comparaison. Donc ça peut être utile d'écrire dedans. J'ai en plus un input capture register. The input capture register, capture register is updated with the counter TCNT1 value each time an event occurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive sur une broche, je peux aller chercher la valeur du compte. C'est pour ça qu'il y avait ça input capture. Je capture le temps qui a été au moment de l'événement sur la broche. Each time an event occurs on ECP1 pin or optionally on the analog comparator output. Vous voyez, c'est des événements qui ont rapport avec une broche ou un comparateur analogue, donc le comparateur analogique. Donc nous, on pourrait l'utiliser, mais pas dans ce qu'on a à faire dans notre cas. Ce qu'on veut, c'est une cadence pour aller chercher une valeur et non quelque chose qui nous dit prends une valeur. Non, non, on veut une cadence. C'est le timer qui va nous donner qui va nous donner le temps. OK? The input capture register is 16 bits. Donc, évidemment, the input capture register 16 bits. Donc, il peut prendre toute la valeur du compteur et le mettre dedans. On n'aura pas besoin de ça, fait qu'on peut le laisser tomber. Ben, en tout cas, pour l'instant. Timer counter 1 interrupt mask register. Ah, voilà. Là, ça, on va avoir besoin de ça. Ça nous permet d'activer les interruptions. C'est un masque. Tu peux l'activer ou la masquer. C'est pour ça qu'on appelle ça un masque. Si tout est à 0, aucune interruption va être visible par le processeur. OK? Je m'en vais au tableau avec ça. OK? Donc, vous avez votre processeur. CPU. Branché avec... Il y a des signaux entre le CPU, votre timer counter control 1, puis vous allez avoir d'autres trucs. Ben, lui, là, ici, il est à part. Il n'est pas dedans le CPU. Il est à part. C'est un périphérique. Donc, je peux l'activer avec ces registres. Je peux le contrôler en setant des bits sur les registres. Et je vais changer son comportement. Si j'active des interruptions, il va y avoir une broche spéciale qui va être non masquée. D'où l'idée du registre de masque. Timer 1 mask register, interrupt mask register. Ça me permet de le masquer ou pas, cette interruption-là. Dans mon cas, moi, je veux qu'il me le dise quand il y a une interruption. L'interruption peut provenir soit de l'overflow ou d'une autre façon de faire. Pour l'instant, vous utilisez l'overflow, mais on peut utiliser d'autres choses. La preuve, c'est qu'il n'y a pas juste un seul bit d'interruption possible, il y en a 3. Je vais revenir là-dessus, mais bref, l'idée c'est qu'il faut qu'il dise au CPU, il s'est passé quelque chose en moi,
fais quelque chose avec. Okay? Puis vous avez ça sur tous les périphériques. Chaque périphérique peut fonctionner par interruption. Ça lève la main, puis le processeur, lui, quand il peut, il vient chercher, il vient lire s'il y a des interruptions, puis s'il y en a une, il doit la prendre en charge. Okay? Ça libère du temps au CPU parce que ça veut dire que lui, il travaille tout seul jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Okay? Je reviens. Donc, vous voyez ici mon masque, mon registre de masque d'interruption du timer 1 a 3 possibilités d'interruption, puis il y a quelque chose ici. On va aller voir ce que ça dit. Ça dit que le bit 6 et 7 servent à rien. Bit 5, timer counter 1, input capture interrupt enable. Ah! Il y a une interruption sur un input capture. On n'utilisera pas ça. Ça sous-entend qu'on doit activer une broche pour nous dire « Hey, il se passe de quoi? » Mais on n'utilisera pas ça. Peut-être éventuellement, mais pas pour l'instant. Bit 4, bit 3, il n'y a rien dedans. Output capture enable 1B. Donc, il y a un output compare B match interrupt enable. Output compare B match interrupt enable. Je reviens plus haut. Output compare register B. Output compare register A. Je redescends. Output compare B match. Output compare A match. Ça veut dire que avec le registre de comparaison, je peux vérifier si le timer est rendu à cette valeur-là. Si j'active une de ces interruptions-là, celle-là c'est pour le B, celle-là c'est pour le A, ça veut dire qu'aussitôt qu'il va avoir atteint la valeur du registre B ou registre A, je pourrais faire lever une interruption par rapport à ça pour dire « Hey, je suis rendu à telle valeur ». L'autre possibilité, c'est de le faire activer lorsque j'ai un overflow, ce qui veut dire quand le compteur est rendu au bout. Il a compté de 0 jusqu'à 2 à la 16. Quand il est rendu à 2 à la 16, donc 65 535, il me semble, quelque chose comme ça. Quand il est rendu à cette valeur-là, il lève le flag d'overflow. Si le masque est pas actif, si j'ai aucun bit là-dessus, il a beau lever le flag, les interruptions, ils se rendront pas au processeur. Ça, c'est important. Okay? Donc, le processeur va les voir seulement si un des masques est actif. Ensuite, interrupt flag register. C'est le flag, c'est justement lui qui dit « Hey, j'ai un événement. J'ai le flag pour l'output compare B, j'ai le flag pour l'output compare A, puis j'ai le flag pour l'overflow. » Ce flag-là, c'est juste un endroit pour dire pour pouvoir mettre la valeur 1 quand il se passe quelque chose, puis rien quand il se passe rien. Par contre, si le masque en haut n'est pas actif, t'as beau mettre le flag à 1, le timer a beau mettre le flag à 1, il se passera rien parce que le masque n'est pas actif. Faut que le masque soit actif et que le flag soit 1 pour que le processeur voit une interruption. OK? Donc, les flags, il y a le flag. Ben, si vous regardez, il y a le même nombre de flags que le nombre de bits de masque. 1, 2, 3, 4, parce que les deux sont toujours associés. C'est une portée entre les deux. Ça prend le enable et le flag pour que l'interruption passe. Okay. Ensuite de ça, timer compteur 1 interrupt flag. Ça c'est beau, je l'ai fait. Voilà. J'ai fini, c'est tous les registres que j'ai besoin. Fait que si je les transcris et je les set à mesure que je lis, finalement, ce que j'ai besoin de setter le prescaler du timer.
j'ai besoin de dire quel masque je vais regarder. Dans mon cas ici, je regarde le Output Compare B. On verra plus tard dans une autre vidéo pourquoi. Dans la vidéo avec c'est qu'en fait, je vais aller utiliser cette interruption-là pour partir une conversion. Au lieu d'utiliser l'overflow, j'utilise le Compare B, le Compare Match B pour partir la conversion. Ça me permet d'aller encore plus vite sur mon temps. Ensuite de ça, interrupt flag. Bah, j'ai ma 0. Je fais rien avec. Puis, ensuite de ça, je me suis mis dans ma valeur de comparaison, j'ai mis une valeur que j'ai définie au départ. Si vous regardez au début, j'ai défini une valeur. Où es-tu? Ici. Je l'ai mis à 20. Mais je pourrais la mettre à n'importe quoi. Et ça veut dire que mon compteur va faire 0 jusqu'à 20, puis à 20, la valeur qui est dans le comparateur par rapport au compteur, ils vont dire « Hey, on est pareil! » Il va le faire lever le match. Il va dire « C'est beau, on est pareil! » Donc, ça lève une interruption et je devrais gérer cette interruption-là avec mon ISR sur le comparaison B. J'arrête ça ici. C'est assez. Fait que je vais aller faire l'autre vidéo sur l'analogue. Donc, le convertisseur analogue à numérique.